Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir et d'accueillir Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. On peut se tutoyer. Ah bah bien sûr, camarade. Parfait. Alors, Pierre-Yves, pour les quelques rares personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es fondateur du Cercle Aristote, un excellent site qui organise des conférences à travers toute la France, qui sont d'une très très grande qualité. C'est souvent des conférences que j'écoute lorsque je fais ma marche matinale. Donc j'allie le physique et surtout la culture et les notions qui sont vraiment brillantes d'un grand nombre de participants. Et puis aussi la publication. Alors toi, tu es l'auteur d'un livre excellent qui est Enquête sur la loi du 3 janvier 1973, sur une loi qui a plongé la France dans la dette. Nous pourrons sûrement en reparler. Et puis, le Cercle Aristote publie notamment le trimestriel de très grande qualité. Vraiment, je le lis souvent, Perspective libre, et aussi quelques auteurs, comme j'ai noté certains dont les livres m'ont beaucoup intéressé, beaucoup plu, comme Yannick Jaffré. Récemment, tu as publié Kostas Mavraksis, sauf erreur. Mavrakis, tout à fait. Voilà. Norman Palma, qu'on ne présente plus, qui est un brillant économiste. Denis Collin et plein d'autres de grande qualité. Et puis tu es aussi très connu ces derniers, peut-être en tout cas 2 ans, pour tes émissions mensuelles sur l'actualité internationale et européenne et francophone, qui sont remplies d'un humour que j'apprécie personnellement, car il est cinglant, méchant, et c'est comme ça que ça doit être. Et c'est Si comme tu ça que je veux, l'apprécie. je t'en remercie parce que c'est un humour qui ne fait pas l'unanimité. Je peux le comprendre, mais moi j'aime bien. Peut-être parce que je suis méchant moi aussi, donc c'est très très bien. Voilà, alors écoute, nous enregistrons le soir, ce soir, nous sommes le 17 novembre, et évidemment l'événement de la journée, en tout cas en France, a été cette mobilisation de ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas c'est le terme qu'il a encore ce soir. Je voulais avoir ton avis, puisque tu es français, tu habites en France, et tu es intéressé par ces questions, peut-être beaucoup plus que moi qui suis dans un pays voisin, et donc qui regarde ça un peu de loin. Quel est ton avis sur ce qui se passe? Alors, si tu veux, il faut bien comprendre que quand tu as affaire à une population qui, si tu veux, essaye de se débattre pour reprendre le contrôle d'elle-même, tu as des phénomènes que mon ami, le spécialiste du populisme Alexandre Dorna, appelait de déglaciation émotionnelle. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de la chaleur du collectif, et les gens ont besoin de dire nous, le nous est important, particulièrement face à quand ils estiment que le pouvoir les opprime, mais deux, bien pire que ça, parce que tout ça n'est pas une affaire de prix de l'essence. C'est une affaire de reconnaissance de toute une part de la population. Je vais y venir. Et si tu veux, la question qui est donnée au pouvoir et au gouvernement, c'est un, quelle est notre place à nous dans notre pays? Et deux, qu'est-ce que vous faites parce que votre rôle d'élite, c'est pas une haine anti-élitaire, c'est un appel à une élite légitime. Ce que Macron peut pas comprendre. Et c'est pas avec Castaner qu'il va le comprendre. Bon. Donc, si tu veux, tu as cet appel qui est fait par la population. Cet appel part nécessairement, ça c'est le premier point qu'il faut retenir de la mobilisation d'aujourd'hui, des régions qui sont encore majoritaires en termes de nombre, mais minoritaires en termes d'importance symbolique, ce qu'on appelle vulgairement la France périphérique. Bon, si tu veux, qui sont des gens sur lesquels le pays vit, et dont l'appareil symbolique du pays, particulièrement la classe médiatique, nie l'existence tous les jours. Là, j'ai vu un article absolument vomitif de Slate. Alors Slate, pour ceux qui ne voient pas, c'est les putassiers qui étaient qui sont dans l'organe d'attaque au-dessus du journal Le Monde, bon, qui est un site internet, qui écrivait un article sur la mobilisation d'aujourd'hui, qui a dit le retour du français moyen très moyen. Tu vois, c'est dans le même genre. Tu as eu hier ou avant-hier Monsieur Bellatar,
qui est disons, le divers de service du gouvernement, enfin de l'entourage d'Emmanuel Macron, qui a fait un sketch contre la mémoire de nos poilus, tu vois. Il est évident que c'est très drôle et qu'on a vraiment besoin de ça. Or, si tu veux, à force de crachats, à force de coups, eh bien, la population, elle, a réagi de manière bon enfant, de manière massive, c'est-à-dire que les flics ont largement sous-estimé, mais bon, ça, c'est les ordres donnés à la préfectorale, mais qu'il y ait eu au minimum 125 000 personnes, minimum, est déjà un succès énorme pour une manifestation faite de briques et de broc, partie quasiment entièrement du net, et qui a pris comme symbole les gilets de sécurité, si tu veux, que chaque automobiliste est obligé d'avoir. Donc, si tu veux, tu as une coagulation des colères qui est en cours. C'est un début. Est-ce que ce sera un feu de paille ou pas? C'est très difficile à dire. La première est une réussite. Emmanuel Macron a fait des erreurs terribles en répondant à cette manifestation. Premièrement, quand il a fait dire par Castaner, qui n'est pas l'intelligence incarnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Kéké a dit à la presse que s'il le faut, on utilisera l'armée. Alors vous imaginez bien qu'en plus l'armée, elle qui n'a pas été consultée, à mon avis, n'aurait rien fait parce que ça on le sait depuis l'ère Hollande, quand le gouverneur militaire de Paris avait assuré Hollande que si la manif pour tous s'était dirigée vers l'Élysée, les hommes se seraient écartés. Donc, je pense que l'armée n'aurait pas fait grand-chose. Mais le fait même que quelqu'un d'aussi insignifiant que Castaner ait pu balancer au bon peuple comme un marquis poudré d'Ancien Régime, si vous nous embêtez, nous ferons disposer, la garde disposera de vous, est une erreur majeure. Si tu veux, aujourd'hui, il n'y aura plus, je pense, entre une part de l'élite française incarnée jusqu'à la caricature par Emmanuel Macron et les Français, il n'y aura pas de désescalade symbolique dans la, si tu veux, dans la haine réciproque. C'est la grande leçon de ce jour. Alors, tu parlais du peuple qui subit, et pour moi, le parallèle avec ce que tu écris dans l'enquête sur la loi du 3 janvier 1973, c'est un long titre. Hein. Et en fait, coïncide parce que aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai 47 ans, donc je suis né un tout petit peu avant cette loi. J'allais chaque année en vacances en France, au bord de la mer, et nous avions des amis de famille français, et aussi loin que ma mémoire me porte, je me souviens de Français, des cadres moyens et cadres supérieurs dans des entreprises, qui se plaignaient déjà dans les années 70, puis évidemment ça s'est amplifié, de l'État qui s'endette, qui opprime, qui interdit, qui censure de plus en plus, et ça s'est vraiment, vraiment beaucoup accentué ces dernières, on va dire, 10 ans, si on peut prendre les 3 derniers présidents. Et, et il y a une coïncidence que je ne peux pas ne pas voir. Alors, est-ce que c'est moi, ou est-ce qu'il te semble qu'il y a vraiment un État qui devient un véhicule pour certaines élites d'opprimer et de se séparer, de faire une sorte de sécession des élites? Alors, si tu veux, l'État, c'est 2 choses. Faut jamais l'oublier. C'est un instrument et c'est une logique. Si tu veux, la logique avant tout de l'État, c'est d'épargner par la violence si nécessaire le maximum de vie. Ensuite, ça c'est la logique du fait étatique. Après, tu as une manière de penser l'État qui est évidemment différente pour le Suisse que tu es que pour le Français que je suis. Ce qui est, si tu veux, qu'est-ce qu'un peuple a mis derrière le fait d'État. Si tu veux, pour les Français, l'État, c'est l'arbitre de nos guerres civiles chaudes ou froides. Avant tout. Or,
si tu prends cette optique-là, depuis le 19e siècle, la grande menace de sécession d'une partie de la population, c'était, rappelle-toi, la menace socialiste ou communiste. On est d'accord. Comment les Français l'ont géré? Ils l'ont géré par la méritocratie républicaine qui a fait qu'en 67, sous le général de Gaulle, tu avais 30% de fils d'ouvriers à l'ENA et à Normal Sup. Je te parle de fils d'ouvriers, je te parle même pas des classes moyennes. Tout à fait. Je te parle des ouvriers. Par l'État social qui a fait baisser les revendications violentes mais légitimes, du mouvement ouvrier, et par le fait de faire comprendre par la souveraineté aux grands, aux riches, du moins aux très riches, et à une partie de la bourgeoisie, que les trahisons, parce que la France est un pays qui a été souvent trahi par une partie de son élite, qu'elle pouvait se permettre en devenant le parti de l'étranger, devait soit s'espacer, soit cesser. Or, je vais te dire, c'est cette logique étatique-là qu'une partie de la bourgeoisie française 68arde a foutu en l'air. Et comment l'a-t-elle fait? Quand elle a conquis définitivement l'appareil étatique, en partie sous Giscard d'Estaing, mais totalement à partir de François Mitterrand, elle a foutu en l'air parce que le vrai danger de l'État français, c'est pas pour le bon peuple, fondamentalement. Parce que la structure de l'État français, elle a été créée par l'appareil monarchique, qui était le roi appelle le peuple au secours et le peuple appelle son roi au secours, tu vois. C'est les mecs qui sont entre deux, entre le roi et le peuple, qu'on morflait dans l'histoire de France. La noblesse d'abord, et ensuite une partie de la bourgeoisie. Or, si tu veux, cette bourgeoisie-là a décidé que l'État, elle allait le privatiser et qu'elle allait en utiliser les moyens pour, nourrir la caste sur le corps en décomposition de l'État. Je vais te donner un exemple. Tu prends la propriété publique. Ce que je vais te dire va choquer beaucoup de gens certainement dans ton public. Mais je peux te dire que l'État français, même s'il impose énormément, le taux d'imposition est certainement trop élevé, particulièrement pour la classe moyenne, eh bien, les actifs stratégiques de l'État sont en France moins volumineux en termes financiers qu'en proportion la Russie, la Chine, les États-Unis. Je te dis en proportion. C'est-à-dire, on neutralise l'aspect démographique. Mais certainement que l'Angleterre, qui est pourtant à peine plus peuplée que nous, à 5 millions près, et peut-être même, vu comment, et ça c'est une marque d'hommage de ma part à ce pays qui me fascine et que j'aime beaucoup, qui est la Suisse, je pense qu'en termes d'actifs stratégiques, la Suisse en a plus que nous. Qu'est-ce que tu entends par actifs stratégiques? C'est-à-dire, si tu veux, la présence dans des entreprises stratégiques, nouvelles technologies et autres, qui peuvent être soit directement de la main de l'État, soit de bras, si tu veux, soit de bras armés de l'État. Donc, je vais te donner un exemple. Pendant longtemps en France, c'était le rôle de la Caisse des dépôts. Bon. Aujourd'hui, tout ça a été, les dents ont été limées. D'accord. Parce que, si tu veux, la bourgeoisie, une part de la bourgeoisie française a vécu comme un traumatisme, pour ne prendre que le XXe siècle. Elle a vécu comme un traumatisme l'épuration de 45, elle a vécu comme un traumatisme l'épopée gaullienne de 58. Donc elle s'est dit, parce qu'une large part de cette bourgeoisie-là, qu'est-ce qu'elle veut faire depuis à peu près un siècle et demi? Elle veut vendre le pays à la découpe. Donc, ce que Macron est en train de faire. C'est d'ailleurs pour ça que cette bourgeoisie-là, qui représente à peu près 13% de la population, c'est l'étiage d'En Marche. Si tu veux, c'est pour ça que Macron ne perd pas un millième de point parmi son électorat de cœur de cible. Il a totalement perdu les Charlie abrutis, la gauche castor, qui est allé faire barrage au fascisme. Mais le cœur d'En Marche, les 13% qui ont voté pour lui au premier tour,
Il les a encore. Hmm. Et si tu veux, pour eux, le relèvement de l'État, parce que, si tu veux, ça c'est quelque chose qui nous différencie de certains de nos voisins et amis, l'histoire de France fait que les grands regains du peuple français, et il en a eu beaucoup dans son histoire parce qu'il a beaucoup chuté, donc il s'est beaucoup relevé, sont passés par si tu veux, la transition de l'État. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas le cas de certains de nos peuples, des peuples amis ou de nos peuples voisins. Nous, c'est la singularité de notre histoire. À ce niveau-là, on ressemble beaucoup au roast beef, aux Britanniques. N'oublie pas qu'on est les deux plus vieux États d'Europe. C'est vrai. Mais si tu veux, les Suisses ont un système différent, les Bataves, enfin les Néerlandais ont un système différent. Tu as eu des nations qui ont souhaité leur État et qui l'ont eu très tard. Le cas typique, c'est l'Italie. Si tu veux, nous raisonnons comme ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la meilleure manière. Ça ne veut pas dire que c'est une manière qui doit être imposée aux autres. Mais ça veut dire que c'est une manière qui est la nôtre. Tu vois, on essaye, parce que les mêmes gens qui ont flingué la logique étatique française et qui ont avili le peuple français et qui ne se sont pas occupés pendant près de 50 ans du relèvement moral de la nation, c'est la même classe sociale, c'est les mêmes hommes qui ont fait les deux. Tu vois, c'est les mêmes hommes qui ont fait les deux. Alors après, tu me diras, il y a le taux d'imposition. Si c'est vrai, pourquoi les Français payent autant d'impôts? Bah, si tu veux, pour 3 raisons. 1, il faut indemniser les parasites d'en haut et d'en bas. Les parasites d'en haut, c'est, si tu veux, tout ce qui est arnaque, enfin tout ce qui est, par exemple, tu vois, aujourd'hui, toutes les pertes de l'Union européenne sont compensées par la France. Faut quand même le savoir. C'est-à-dire, par exemple, le chèque britannique pendant des années a été compensé par la France. La France perd 7 à 9 milliards rien que sur les revenus de transfert par an. Elle a, d'après la Commission européenne, une perte à cause du carrousel de TVA, donc de l'arnaque à la TVA que le système européen a encouragé, une perte minimum, et ça c'est la Commission européenne qui le dit, c'est pas la FOR ou Gérant, de 10 milliards. Et si tu veux, si tu fais le décompte, l'Union européenne nous coûte à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu, soit 30 milliards à peu près par. Tu as les parasites d'en haut, dont font partie une partie de notre élite totalement comprador. Tu as les parasites d'en bas. Alors les parasites d'en bas, c'est pas la fraude sociale, tu vois. Bah, la fraude fiscale, elle est de plusieurs dizaines de milliards en France par an. La fraude sociale, elle est de plusieurs dizaines de millions, tu vois. C'est pas la même. C'est l'immigration. Bien sûr. C'est l'immigration. Bon, si tu veux, et son corollaire, qui est, je vais encore me faire passer à Fachholland, mais malheureusement c'est un constat, qui est une part non négligeable mais non totale de l'insécurité. Bon, ça coûte de l'argent. Et le pire, c'est que pour conjurer l'immigration et l'insécurité, qu'est-ce qu'on a créé? La politique de la ville. Bon, encore une rasade de pognon. Et après, tu as un 3e degré, qui est que, contrairement à l'Allemagne, l'Allemagne n'a pas fait baisser son chômage. Elle a mis 20 millions d'Allemands sous le seuil de pauvreté, pour un pays d'à peu près 83-84 millions d'habitants. Nous, parce que l'élite française aimerait bien gérer les chômeurs, etc., l'allemande avec les fameux mini-jobs qui sont jamais que de l'escroquerie. Hein. C'est des emplois au sens du BIT, c'est-à-dire si tu travailles plus de 1 ou 2 heures, c'est à vérifier, par semaine, tu es dit employé. Ça, c'est du foutage de gueule. Bon. Nous avons préféré le traitement social du chômage au fait de laisser décrocher brutalement des parts de la population. Pourquoi? Parce que les Français sont frondeurs et qu'une partie de l'élite craignait que, en abandonnant de manière massive des couches entières de la population et des parts entières du territoire, ça se retourne contre elle, physiquement parlant. Mais si tu veux, 1 million 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions 6 millions 7 millions 8 millions 9 millions 10 millions 11 millions 12 millions 13 millions 14 millions 15 millions 16 millions 17 millions 18 millions 19 millions 20 millions 21 millions 22 millions 23 millions 24 millions 25 millions 26 millions 27 millions 28 millions 29 millions 30 millions 31 millions 32 millions 33 millions 34 millions 35 millions 36 millions 37 millions 38 millions 39 millions 40 millions 41 millions 42 millions 43 millions 44 millions 45 millions 46 millions 47 millions 48 millions 49 millions 50 millions 51 millions 52 millions 53 millions 54 millions 55 millions 56 millions 57 millions 58 millions 59 millions 60 millions 61 millions 62 millions 63 millions 64 millions 65 millions 66 millions 67 millions 68 millions 69 millions 70 millions 71 millions 72 millions 73 millions 74 millions 75 millions 76 millions 77
que
sur cette question, si tu veux, en effet, il y a une pression fiscale française qui est trop élevée. Mais si tu veux, c'est quelque chose d'assez conjoncturel. Si tu vois l'histoire longue, l'État a donné des libertés avant tout au peuple. Sous le général de Gaulle, c'est pas vieux le général de Gaulle. Merde. Sous le général de Gaulle dans les années 60, les Français avaient un accès facile aux armes. Parce que c'est notre culture d'avoir un accès facile aux armes. Et je te parle d'armes à feu, hein. Bon, si tu veux, aujourd'hui on a désarmé le peuple, on l'a dévirilisé, on l'a abêti, on l'a avili. Mais si tu veux, tu vois, la France des années 60, rien que des années 60 et même encore des années 70, c'était un pays où tu baisais comme tu voulais, où tu pouvais te défendre si tu en avais envie, où la liberté d'expression jusqu'à la loi Pleven était totale. Si tu veux, c'est quelque chose d'assez récent. Tu vois, c'est pas l'État ad vitam aeternam. C'est pas toute l'histoire de l'État français de museler. Ce qu'il a muselé, c'était les féodaux de différents types, les féodaux historiques et ceux qui leur ont succédé. Mais ces féodaux-là, en France, sont bien plus anti-libertaires pour le peuple que l'État lui-même. Et là, tu peux tout à fait, depuis la Suisse, le constater, vu que les fils de ces classes compradors de haute bourgeoisie dominante, tu les as, c'est l'élite française actuelle. Il n'y a rien de plus anti-libertaire que ces gens-là. Alors que les hommes qui étaient... tu vois, en russe, t'as un terme qui représente bien les poutiniens, alors je dois pas avoir un très bon accent, ça doit être slavo-décrit. C'est-à-dire les hommes de force, les hommes de l'État. Tu as des hommes comme Michel Debré qui sont tout à fait l'incarnation de l'État français. Vis-à-vis du peuple, ils étaient très libertaires. Que les Français fassent ce qu'ils veulent. Qui baisent comme ils veulent, qui fument comme ils veulent, qui boivent comme ils veulent. Voilà, point. Qui s'arment s'ils veulent, qui fassent ce qu'ils veulent. Alors que tu vois, la bourgeoisie dite libérale libertaire, ils ont une mentalité flicarde et cafarde. C'est clair. Que l'État français n'a pas eu. Comment est-ce que l'on revient à ces situations-là pour autant que ce soit possible et pour autant que ce soit souhaitable, à ton avis? Si tu veux, à titre personnel, l'histoire repassera pas les plats. C'est des formes nouvelles qu'il faut inventer. Parce que si tu veux, grosso modo, tu vois, nous avons 3 grands scénarios en face de nous. Et là, je te parle pas que de la France. Je te parle bon, si tu veux, moi je suis pas très attaché au terme européen pour différentes raisons, mais si tu veux, je te parle de toute l'Europe de l'Ouest, au moins. Il y a 3 grands scénarios qui sont en face de nous. Le premier, c'est le retour. Alors évidemment, ce sont 3 scénarios qui vont se mêler. Tu vois, ce sont des idées. C'est ce que Max Weber appelait un idéal type. Tu vois, tu n'auras pas que l'un. Tu en auras un peu les 3. C'est-à-dire soit l'oligarchie tient, et donc elle va faire crever les différentes populations. Tu vois ce que l'ethnologue Konrad Lorenz, qu'à mon avis, en tant que survivaliste, tu dois bien connaître. Bien sûr. Appelé la mort tiède. Mm-hmm. C'est un scénario possible. Soit tu as le retour à la responsabilité individuelle stricte, et là, c'est toi qui as plus les solutions que moi, parce que là, c'est du côté du survivalisme. Soit, et là encore, ce ne sont pas 3 scénarios qui s'excluent, tu as un retour à une problématique des communs, et donc à retour à une problématique politique stricte. La seule chose, c'est que ce retour va être en face de plusieurs horloges qui sont en train de tourner en même temps. L'horloge démographique, avec l'immigration de remplacement, l'horloge énergétique avec quand même, si tu veux, je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi, il faut sortir de la tête des gens le fait qu'il va avoir d'un seul coup une panne énergétique totale d'un coup, c'est-à-dire d'un coup il n'y aura plus du tout de pétrole, zéro. Bien sûr, bien sûr. Par contre, ça va se passer lentement, ça veut dire que des parts entières de la population seront en diète énergétique
de plus en plus, de manière de plus en plus prégnante et de plus en plus contraignante. Ça, c'est le vrai risque. Si tu as l'horloge énergétique, tu as l'horloge démographique, tu as l'horloge économique, car nous avons créé un système qui est fondé sur le fait si tu veux, de sauver l'économie qui vient de s'effondrer à cause d'une bulle en faisant une bulle encore plus grosse. Donc tu ne pourras pas éternellement faire ça. Ça, si tu veux, c'est aujourd'hui quand tu vois ce que sont devenues les banques centrales, si tu veux, c'est-à-dire qu'elles sont l'antithèse d'une vraie banque centrale, c'est-à-dire qu'elles sont devenues des disjoncteurs pour un système capitaliste qui est malade. Et là, de responsabilité privée, pas de responsabilité étatique. On a socialisé des dettes pourries de banques. Mmh. Bon. Or, si tu veux, à un moment ou à un autre, tu auras la crise terminale, ce que certains économistes appellent, je pense d'un nom un peu grandiloquent, et la grandiloquence n'aide pas dans ce type de situation, le scénario chaleur et lumière. Tu vois que c'est pas folklore. Et si tu veux, tu as au moins ces trois-là. Tu as une horloge encore plus, à mon avis, aussi dangereuse que les autres, qui est l'horloge écologique. Mmh. C'est-à-dire qu'on va arriver 6e extinction des espèces, si tu veux, infertilité massive dans les populations européennes, puis les autres, Oui. Puis les autres. Les autres vont suivre, il n'y a pas de souci. Moi, je connais bien l'Asie pour des raisons personnelles. Si tu veux, la santé des gamins, la santé des mômes s'effondre. Et je rappelle qu'on a délocalisé toutes nos pollutions là-bas parce qu'on est humaniste et sympathique. Bon. Or, si tu veux, pour faire face à ça, tu vas avoir, et ça c'est très drôle, mais si tu fais l'histoire des différentes phases de mondialisation, les phases de mondialisation, d'abord, elles ont frappé l'autorité étatique et elles l'ont, si tu veux, elles l'ont fait un peu déchoir. Ensuite, l'État a muté et est revenu plus fort, tu vois, si tu veux, après différentes phases de mondialisation. Par exemple, tu as la dernière grande phase, c'est les années 1880-1900, c'est le capitalisme des barons, c'est-à-dire des Macrons de l'époque empire. Eh ben, tu as eu un État qui est d'abord à reculer et ensuite leur a répondu, tu vois. Et ben là, tu auras une forme politique que pour les Français, on continuera à appeler État, qu'en Suisse, on appellera peut-être autre chose, mais si tu veux, tu auras une réponse politique. Parce que, si tu veux, je ne vois pas, si tu veux, la part naturelle de la zone politikon, dans la pensée d'Aristote, tu vois, la part naturelle du fait politique totalement disparaître de l'être humain. Tu vois, je ne la vois pas. Ou alors, tu auras des hommes forts qui arriveront à survivre un certain temps dans une logique individuelle. Je ne dis pas du tout qu'il faille nier l'aspect individuel de la survie, entends-moi bien. Mais si tu veux, et tu auras une masse qui s'effondrera. Le problème, si tu veux, dans les grands scénarios d'effondrement, c'est que les forts aussi finissent par mourir. On aimerait bien croire que le darwinisme fait qu'à la fin, il n'y a que les forts qui survivent. Mais en cas d'effondrement total d'un écosystème, même les forts meurent. Alors, un des éléments, peut-être, l'inverse d'un bémol, c'est un forté. Je ne sais pas comment on dit. C'est que lorsqu'il y a ces différentes crises qui, on le sent bien, et tu l'as compris, qui se concatènent, qui s'auto-amplifient les unes les autres, il peut y avoir des effets de seuil. C'est-à-dire que tout d'un coup, souvent je le décris en disant, il y a un moment où une femme, elle n'est pas enceinte, et puis il y a un moment où elle est enceinte. Enfin, cet effet de seuil, il est assez brusque. Et il est possible, et ils sont souvent imprévisibles, ce sont souvent des signes noirs, qui nous amènent tout d'un coup à des effets de seuil. Alors là où je suis bien sûr d'accord, et je crois que tous ceux qui me suivent savent très bien que je ne parle pas, lorsque je parle de situation de survie, de monde à la Mad Max. Ce n'est pas du tout ce genre de monde que je vois dans mes prévisions, qui ne sont pas des prophéties non plus d'ailleurs. Et donc justement dans ces effets de seuil, il y a les risques de ce que j'appelle, je ne suis pas le seul bien sûr,
des effondrements qui peuvent être écologiques, qui peuvent faire, effectivement, j'aime bien cette expression chaleur et lumière, qui peuvent se traduire dans des fuites en avant vers la guerre, qu'elles soient internes face à des ennemis qu'on l'on désigne internes, il y en a toujours, ils sont toujours là pour ça, ou externes avec des risques assez considérables dans un monde où l'arme nucléaire et bactériologique existent. Et donc justement, moi je me préoccupe évidemment, et c'est ta vision de ce que pourrait être un État et comment on peut s'organiser, la politique est très intéressante. Et moi, à l'inverse, et je pense qu'il faut les deux, je m'efforce de travailler justement sur l'individu et les groupes individus, familiaux, etc. Et en fait, du bas, comment reconstruire, même aujourd'hui, même alors que tout va bien, des structures organisationnelles informelles, surtout, formelles parfois, pour créer voilà, quelque chose qui tienne. Et là-dessus, j'ai deux questions pour toi. La première, elle est très générale, c'est quelle est ta compréhension ou ton avis sur ce que l'on appelle aujourd'hui, alors c'est un mot qui est un peu fourre-tout, mais voilà, le survivalisme. Alors, si tu veux, on va être très clair. Moi, je l'ai toujours dit, parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée en entretien, particulièrement sur... alors, généralement, elle est suivie de deux questions. Connais-tu Piero San Giorgio? Oui. Et ensuite, on me pose des questions sur une sorte d'exégèse savante de ton œuvre que je ne serai malheureusement pas encore capable de faire, ne l'ayant pas suffisamment travaillé et m'en excusant. Mais si tu veux, moi j'ai toujours eu la vision suivante. Il y a une part dans les différents courants survivalistes, parce que c'est quand même un monde très vaste. D'ailleurs, de les désigner d'un terme unique est assez, c'est commode, mais ça a les inconvénients de la commodité. Si tu veux, moi j'ai toujours pensé que des gens qui réapprennent à des parts entières de la population le sens profond de la responsabilité individuelle sont des courants fondamentalement sains. Tu as des dérives individuelles, que tu as pu voir dans certains cas aux États-Unis, qui ont pu aboutir à des phénomènes, mais qui étaient beaucoup plus des phénomènes de dérive sectaire, autre chose, qui ne serait possible dans n'importe quelle cause et dans n'importe quel environnement. Or, moi j'ai toujours eu une vision assez déjà très positive. C'est pas du tout parce que je pense que tu as peut-être pu le voir en m'écoutant à différentes reprises. Moi j'ai toujours eu une vision assez positive, très positive de ce que tu fais, et assez positive en globalité du survivalisme, parce que on est 3-4 folkloristes à part. Si tu veux, la souveraineté est une aptitude anthropologique avant tout. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à beaucoup de gens. Et si tu veux, l'aptitude à la souveraineté commande un certain nombre de réflexes qui ont été limés. Parce que on est aujourd'hui dans une dynamique qui n'est plus une dynamique politique, qui est une dynamique de gardiennage de parc humain, pour reprendre le terme de Sloterdijk. Si tu veux, tu vois, gouverner, ça vient de gouvernail. Si tu veux, c'est le timonier, l'homme qui gouverne. Donc c'est l'homme qui utilise les événements. Aujourd'hui, tu as affaire à des gens qui voient les populations comme une zone d'incertitude qui les terrorise. Ce sont de petits mecs, en fait. Donc le seul moyen de réduire leur incertitude, qui à la rigueur était un peu, si tu veux, je te dirais, l'opium sexuel quasiment des hommes politiques dans le temps, hein. Je pense que des hommes comme Churchill, des hommes comme De Gaulle, l'incertitude devait les fasciner. Parce que dans l'incertitude, l'homme de caractère peut tout faire. Tu vois, mais le petit mec a peur. Et des petits mecs, moi, malheureusement, il m'est arrivé de les croiser, mais même arrivé de les côtoyer pour certains d'entre eux. Le terme de petit mec, je suis encore sympathique. Donc, si tu veux, pour eux,
abêtir la population et annihiler les anticorps, si tu veux, mentaux de la population, bah, eux, ça les tranquillise avant tout. Ce sont des obsédés du contrôle. Et d'un certain côté, de réapprendre à la population des réflexes simples de survie, des réflexes simples d'autonomie. Ça réveille ces anticorps-là. Donc c'est pour moi éminemment positif. Ça explique l'hostilité des médias à l'envers de ce mouvement. Pardon ? Ça explique donc l'hostilité du système, Oui. et notamment des médias envers ce mouvement. Ah bah de toute façon, si tu veux, pour le journaliste des Inrocks, pour le journaliste des Inrocks, tout ce qui échappe à son habitus est infra-humain. Bon. Quand tu as été en face même physiquement de ces gens-là, tu vois bien que pour eux, le fait d'aller faire une balade en forêt, là on parle pas de tir à l'arbalète, hein, on parle de balade en forêt, est déjà quelque chose de surhumain. C'est jamais, tu sais, une balade en forêt, tu peux être mordu par une tique, tu peux avoir la maladie de Lyme, c'est horrible, oh là là. Et si tu veux, tu as, parce que cette quête d'autonomie, qui est à l'échelon individuel, individuel ou de groupe restreint, est incarnée par le survivalisme, et par également, tu me pardonneras de mettre ces mouvements, je ne les accole pas, je les mets en parallèle. C'est un peu la même chose que les AMAP, c'est un peu la même chose que les gens qui veulent consommer local. C'est une quête d'autonomie. Tout à fait. Et là, eh bien, les laquais du pouvoir, mais les laquais du vrai pouvoir, qui n'est même pas le pouvoir étatique, qui est à la fois le pouvoir financier, le pouvoir des multinationales, le pouvoir des agents étrangers, le pouvoir également de notre élite dégénérée, qui là ne réagit pas comme une élite politique, elle réagit par rapport à ses intérêts de classe. Donc, si tu veux, ces gens-là sont terrorisés, tu imagines, les gens reveulent de l'autonomie, ils redécouvrent que, contrairement à ce qu'on dit en France, tu as le droit de t'armer légalement. Bien sûr. Tu as le droit de t'armer légalement. Ils redécouvrent ça, c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, tu imagines, pour des gens qui sont des obsédés du contrôle et qui sont terrorisés par la moindre incertitude, ce sont des gens qui ont investi pendant des années sur un appareil idéologique d'État, de France Inter à Hanouna, si tu veux, pléthorique, qui coûte un fric fou. Et ça résiste encore. Voire même, ça résiste de plus en plus. En plus, si tu veux, cette élite-là, je le vois particulièrement dans les institutions européennes, elle aimerait un tournant autoritaire, mais quand tu veux un tournant autoritaire, c'est que tu as quelqu'un qui est anthropologiquement capable de commettre des injustices et d'avoir du sang sur les mains. Tu vois, pour faire le coup d'État au Chili, il fallait un Pinochet. Tu vois, à un moment, ils ont cru que je ne le cache pas, ils ont cru que ce serait Tony Blair. Le problème, c'est que ça n'a pas pu se faire. Et c'est parce que ce tournant autoritaire, certains le veulent, que le brave alcoolique et Juncker, qui n'est jamais qu'un escroc de haut vol et un poivreau, bah lui, il va s'écarter. D'ailleurs, il l'a dit très tôt, parce qu'il veut pas assister à ça. Lui, il n'a pas la verticalité pour mener la schlag. Et il est en cela totalement, si tu veux, il est la butte témoin de l'élite occidentale actuelle. Ce sont des gens qui aimeraient nous traiter à coups de latte, qui aimeraient éliminer politiquement, voire pire, des leaders d'opinion qui font ce que tu fais, par exemple, pour éviter, moi, si tu veux, fondamentalement, après, je ne connais pas assez précisément ton travail pour pouvoir disons, l'englober en une seule notion. Mais moi, si tu veux, j'ai toujours vu ce que tu faisais, beaucoup plus que le terme survivalisme, qui est un terme flou, comme une revirilisation des populations, fondamentalement. Parce que la virilité, c'est deux choses. C'est l'aptitude à regarder la réalité en face, et c'est l'aptitude à protéger les siens face à l'adversité. Or, si tu veux,
ils seront, ils sont, ils savent, si tu veux, qu'à un moment ou à un autre, ces logiques d'autonomie vont se heurter à leur aux logiques de parasitisme d'une part de l'élite. Donc, il faut neutraliser cette prise de conscience en amont. Pour l'instant, c'est un échec. Mais bon, le flicage d'Internet, l'Union européenne a supplié les otaniens de le faire, parce que l'Union européenne n'en est pas, c'est pas qu'elle n'en a pas la volonté, c'est qu'elle est verticalement incapable. Donc elle a appelé les otaniens, qui ont beaucoup de défauts, mais qui sont des gens efficaces. J'ai été en face à plusieurs reprises, pour s'occuper d'Internet. Nous verrons. Mais si tu veux, pour moi, l'hostilité au mouvement qu'on appelle survivaliste est une hostilité qui a été entièrement commandée. Ou du moins très largement. Alors, on en profite pour saluer les renseignements qui nous écoutent. Et je te raconte une anecdote qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que dans mon entourage, j'ai 2 connaissances qui étaient Antifa, donc, qui étaient donc avec le physique qui va avec, l'hygiène également, et dans une discussion pas souvent facile, ils me parlent de lutte des classes, de révolution, et je leur dis, mais tu sais qu'il faudra être physique dans cette révolution. Et ils me disent, oui, on va aller détruire le capital, on va aller faire les barricades, etc. Et je leur ai dit, je te conseille, très, très amicalement, on n'est pas d'accord sur le fond, mais vas-y, fais de la muscu, fais du sport, prépare-toi, apprends à manier des armes, parce que si tu veux vraiment faire la révolution, il va falloir que tu suives la discipline nécessaire pour faire un physique, pour manipuler des armes correctement. Et ils l'ont fait. Et après 6 mois d'efforts physiques tous les jours, quotidiens, au sport, et faire les cours qui nécessitent une certaine discipline en Suisse pour pouvoir ensuite acquérir des armes légalement, eh bien, ils ont acquis une rigueur mentale et une virilité physique qui fait qu'ils sont, en gros, l'un après l'autre, se sont dit, mais au fond, on n'est plus comme ces merdes d'Antifa, nous, on est devenus des hommes. Et donc, on ne veut plus faire partie de ces gens, et allez vous faire foutre, et on va devenir un petit peu plus autonome, on va faire notre jardin, et puis on n'en a plus rien à foutre de ces idiots qui passent leur temps à être alcoolisés ou à fumer des pétards. Et c'est vrai que j'entends plein de gens qui me disent ça, des gens qui étaient un peu mous, autant physiquement que mentalement, et qui, en mettant la rigueur, que l'on met dans tous les aspects de la vie, en réalité, si on veut faire quelque chose de notre vie, eh bien, forcément, on se responsabilise, parce que ça vient pas par magie, ça vient avec de l'effort, et donc, on s'éloigne de cette mentalité en fait, de parasites urbains. Et ce que tu dis est très juste, donc. C'est une pure mentalité parasitaire. Or, tu comprendras que quelqu'un qui au fond de lui ne doit pas être un imbécile, si on prend quelqu'un du type Yann Barthès, quand son rédacteur en chef, parce que c'est comme ça que ça marche, si tu le convoque un des siens en lui disant tu vas faire un sujet sur les survivalistes, donc les survivalistes, je te borde le sujet, ce sont des gens de groupuscules d'extrême droite, parce que bon, il y a de groupuscules que d'extrême droite, tu comprends. Bien sûr. Et évidemment les heures les moins éclairées, les plus sombres, enfin tout ce que tu veux, et la phraséologie habituelle. Mais tu vas me mettre ces gens-là sous une focale, le journaliste comprend sans qu'on ait besoin de lui dire, comme me l'avait dit un journaliste de Street Press un jour, qui m'avait craché à la gueule, on m'a dit de vous flinguer, je vous ai flingué, le gentil garçon. Et si tu veux, ils ont tout de suite compris, parce que c'est la force d'un système de domination de reconnaître par, si tu veux, des marqueurs d'appartenance de manière totalement immédiate ses ennemis. C'est-à-dire, avant même que nous ayons une démarche agressive, je pense que pour les gens sérieux des milieux survivalistes, ils n'ont jamais eu une volonté agressive quelconque vis-à-vis d'une part de la société.
avant que nous ayons une quelconque velléité agressive, le système nous a identifiés, classés et a donné l'ordre d'attaque. Je pense que pour moi, surtout qu'objectivement, on peut difficilement quantifier les gens qui sont entrés dans une démarche d'autonomie, surtout qu'elle a quand même des degrés qui vont d'une conscience parfaite jusqu'à celui qui, sans trop savoir pourquoi, fait des réserves de nourriture chez lui, tu vois. Mais je pense que c'est un mouvement qui est suffisamment massif pour avoir inquiété le pouvoir et pour qu'il ait réagi. Alors, je retiens que parmi les plus de 120 000 livres que j'ai vendus en France, il va falloir que je t'en fasse envoyer un, ce que je ferai dans quelques jours. Et je retiens également qu'il faudra que je te fasse découvrir un petit peu puisque Voltaire disait, faisait dire à Pangloss dans Candide, qu'il faut cultiver son jardin. Je te fais l'invitation pour toi et ta famille de venir, si tu le souhaites, passer un week-end dans ma ferme et voir un petit peu ce que ça signifie aussi, cultiver son jardin au sens Avec grand premier. plaisir. Autant en hiver qu'en été, c'est très bien. Pierre-Yves Rougeron, je te remercie beaucoup. Je pense que c'était très intéressant. Ça méritera une suite. Je profite je mettrai sous le descriptif de cette vidéo le lien au cercle Aristote. Et j'encourage encore une fois ceux qui nous font le plaisir de nous écouter aujourd'hui, d'en apprendre plus, de lire tes livres, d'aller voir encore une fois les excellents orateurs des conférences que le cercle Aristote organise, ainsi que les auteurs que vous publiez, qui sont vraiment d'une grande qualité. Je ne les ai pas tous lus, mais chaque fois que j'en lis un, et parfois je découvre par la suite que c'est un livre que vous avez édité, qui sont vraiment, vraiment excellents. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et eh bien, on verra si le mouvement du 17 novembre se poursuit le 18 demain. Et voilà. Merci, camarade. À très bientôt.